L'eau est noire et elle ne bouge pas, et lui non plus. Le détendeur est dans sa bouche et l'air passe à travers, mais pas assez, jamais assez, parce que sa poitrine ne peut pas se dilater contre la roche, et chaque respiration coûte plus que la précédente, et son manomètre tombe sous le rouge, et les jambes de l'homme devant lui donnent encore des coups, soulèvent encore la vase du fond du tunnel en un nuage qui a tout englouti, les parois, le plafond, ses mains devant son visage, tout disparu, remplacé par l'obscurité absolue qui vit au fond de la terre où aucune lumière n'a jamais atteint, et il ne peut pas avancer, et il ne peut pas reculer, et il s'appelle Marcus Webb, et il va devoir prendre une décision pour laquelle aucune formation ne prépare, et qu'aucun Dieu ne pardonne, et qu'aucune quantité de temps n'enterre jamais complètement. Vous regardez The Human Limit. Je suis votre présentateur. Si vous avez l'estomac pour des histoires de survie qui ne se nettoient pas avant la fin, qui n'enveloppent pas l'horreur dans une leçon et n'appellent pas ça résolu, alors cette chaîne est exactement là où vous devez être. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Mettez un like. Ça ne vous coûte rien. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé à l'intérieur de la caverne. La plongée en caverne existe à l'intersection de deux des activités les plus dangereuses qu'un être humain peut entreprendre volontairement. La plongée en eau libre possède son propre catalogue de façons de mourir. Narcose à l'azote, toxicité à l'oxygène, maladie de décompression, défaillance d'équipement, désorientation, profondeur. Mais la plongée en caverne ajoute quelque chose que l'eau libre ne peut pas reproduire. Elle ajoute le plafond. Le fait absolu et géologique qu'au-dessus de vous, dans chaque direction, il y a de la roche, et que la surface n'est pas accessible, et que si quelque chose tourne mal, vous ne pouvez pas simplement remonter. Vous ne pouvez pas pointer votre corps vers le haut et laisser la physique résoudre le problème. Vous êtes à l'intérieur de la Terre, dans un passage inondé qui n'a pas été conçu avec votre survie en tête, et la seule sortie est celle par laquelle vous êtes entré. Et parfois, celle par laquelle vous êtes entré ne vous est plus accessible. Les statistiques ne sont pas ambiguës. La plongée en caverne tue des plongeurs expérimentés à un rythme qui devrait dissuader presque tous ceux qui les lisent. La plupart des décès concernent des personnes qui avaient une expérience significative en eau libre. Ce n'étaient pas des débutants. C'étaient des personnes qui comprenaient l'eau, qui avaient enregistré des centaines d'heures sous l'eau, qui savaient gérer leur équipement et lire leur manomètre et rester calmes sous pression. Et la caverne les a tués quand même. Parce que la caverne ne se soucie pas de votre brevet. Elle ne se soucie pas de votre expérience, ni de la qualité de votre équipement, ni de la profondeur de votre amour pour les personnes qui vous attendent en surface. C'est de la roche et de l'eau et de l'obscurité, et elle l'est depuis des millions d'années, et vous êtes un visiteur temporaire avec une quantité finie d'air et sans aucun droit naturel d'être là. Marcus Webb savait tout cela. Il plongeait dans des cavernes depuis 11 ans quand c'est arrivé. Ses deux partenaires ce jour-là, Joël Ferris et Daniel Caro, étaient tout aussi expérimentés. Ce n'étaient pas des chercheurs d'adrénaline, c'étaient des plongeurs techniques avec des certifications représentant des milliers d'heures d'études et de pratiques. Ils avaient planifié cette plongée avec l'attention méthodique que les plongeurs en caverne expérimentés apportent à chaque entrée. Vérifier les redondances, marquer leurs fils, calculer leur consommation de gaz en fonction de la profondeur de pénétration prévue, intégrer chaque marge de sécurité censée les maintenir en vie quand quelque chose tourne mal. La caverne dans laquelle ils sont entrés était située dans une région de topographie karstique où la roche calcaire se dissout depuis si longtemps que le sol est criblé de passages, de galeries, de chambres et de connexions qu'aucune carte complète n'a jamais pu capturer. L'entrée était connue. Les premiers centaines de mètres avaient déjà été plongés, documentés, familiers. Les passages au-delà de cette section documentée n'étaient pas connus. C'était exactement la raison pour laquelle ils étaient là. Ils portaient du matériel de relevé topographique, poussaient la limite de la section explorée plus loin dans la roche, se déplaçant vers l'endroit sur la carte où les informations s'épuisent et où le blanc commence.
Il y a une attraction pour cette frontière qui est presque impossible à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais ressentie. Les plongeurs en caverne la ressentent à l'extrémité du fil posé, à l'endroit où le passage balisé devient de la roche non balisée, et le connu devient inconnu, et tout ce qui les précède est véritablement non vu par tout être humain ayant jamais vécu. Marcus Webb a écrit sur ce sentiment dans les notes qu'il a tenues après l'incident, des notes qu'il a décrites comme sa tentative de mettre l'expérience quelque part en dehors de lui-même, parce que la porter entièrement à l'intérieur n'était plus tenable. Il a écrit « Il y a une qualité de silence dans un passage de caverne inexploré qui n'existe nulle part ailleurs. Chaque caverne qui a déjà été plongée porte les résidus des personnes qui y ont été. Leurs bulles ont laissé des dépôts minéraux. Leurs palmes ont perturbé des sédiments. Mais un passage inexploré n'a jamais contenu un son humain. Quand vous y entrez et que votre détendeur libère sa première expiration et que les bulles montent et frappent le plafond, vous êtes le premier. Ce son ne s'est jamais produit à cet endroit, et le silence qui le reçoit est ancien et indifférent et ne vous accueille pas. Il continue simplement, comme si votre présence était une interruption trop brève pour mériter d'être reconnue. Ils étaient dans l'eau depuis environ 90 minutes quand ils ont dépassé la section documentée et sont entrés dans le passage inexploré. La température de l'eau avait chuté, suffisamment froide pour commencer à extraire la chaleur d'un corps non protégé, suffisamment froide pour ralentir la motricité fine, suffisamment froide pour être un facteur dans tout calcul sur le temps qu'il leur restait. Le passage qu'ils suivaient se rétrécissait et s'élargissait, descendait et montait, tournait selon des angles qui n'avaient aucun sens intuitif parce qu'ils avaient été formés par l'eau se déplaçant dans la roche soluble au fil du temps géologique, pas par un processus qui respecte la géométrie humaine. Marcus était le dernier plongeur dans la file. Daniel Caro était en tête, tirant le dévidoir, posant le nouveau fil directeur. Joël Ferris était au milieu. Marcus était troisième, documenté avec une caméra, servait d'encre arrière de l'équipe. Il a écrit sur le moment où le passage a changé. Au présent, même si c'est des années après que ça s'est passé qu'il l'enregistrait, parce que c'est ce que le traumatisme fait au temps. Il supprime la distance entre le souvenir et le souvenu. Il a écrit « Le passage se rétrécit. Je vois les palmes de Joël devant moi et le nuage que son mouvement soulève du fond. La vase ici est si fine qu'elle s'est déposée en couches aussi minces que du papier, et tout ce qui la traverse la déplace dans la colonne d'eau où elle flotte comme de la fumée. Je regarde ma visibilité diminuer avec chaque coup de palme. Je pense que nous devrons peut-être rappeler la plongée bientôt, non pas à cause du gaz, mais à cause de la visibilité. Parce que quand la vase monte complètement, on navigue au toucher et au fil, et par la suppression complète de chaque instinct qui dit demi-tour, revient, sort d'ici. Daniel est le premier à franchir l'étranglement. Je le sais parce que le mouvement des palmes de Joël change. Plus les longs coups longs d'un plongeur en eau libre. Des mouvements courts et saccadés, puis en arrêt, puis de nouveau dans un rythme différent, et je comprends, avant de voir quoi que ce soit, que Joël a atteint un étranglement et le négocie, fait passer son corps à travers un rétrécissement qui exige technique et immobilité et gestion contrôlée de la flottabilité. Je ne comprends pas encore quelle sorte d'étranglement c'est. L'étranglement qui a piégé Joël Ferris était ce que les plongeurs en caverne appellent un trou de serrure, un passage dont la section transversale n'est pas circulaire ni ovale, mais irrégulière, où la roche a cassé et bougé de façon qui crée une forme admettant certaines configurations d'un corps humain et en rejetant d'autres avec une précision qui semble presque délibérée. Les étranglements en trous de serrure sont parmi les caractéristiques les plus dangereuses d'un système de caverne, parce qu'ils peuvent permettre l'entrée et refuser la sortie. Un plongeur peut trouver l'angle qui le laisse passer dans un sens et être complètement incapable de trouver l'angle dans l'autre sens. Joël est entré la tête la première. Il était passé jusqu'aux épaules avant que l'étranglement ne se révèle. Ses bouteilles se sont coincées sur le bord supérieur du rétrécissement, dans exactement l'angle qui rendait le mouvement vers l'avant impossible et l'extraction vers l'arrière un problème que ses mains ne pouvaient pas résoudre. Il pouvait sentir la roche des deux côtés, au-dessus et en dessous, la pression spécifique du calcaire qui n'a pas changé de position depuis 10 000 ans. Il pouvait sentir qu'il était coincé,
et que pousser plus fort n'aiderait pas, et qu'il devait expirer, et ne pouvait pas expirer complètement, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour que sa poitrine se contracte. Marcus Webb regardait les palmes. Il a écrit « Elles s'arrêtent et repartent, et s'arrêtent à nouveau, et je suis assez proche pour poser ma main sur la cheville de Joël. Et je le fais. J'enroule ma main autour, parce que c'est la seule communication disponible entre nous, et à travers ma main, je sens la qualité de son mouvement changer. Plus le mouvement contrôlé d'un plongeur travaillant un étranglement. Autre chose. Le mouvement d'un corps qui utilise ses muscles de façon que la formation ne prescrit pas. Le mouvement de l'effort sans technique. Et je sais ce que ça signifie. Je ne l'ai jamais senti avant, mais je sais ce que ça signifie de la même façon qu'on sait certaines choses sans jamais les avoir apprises, parce que le corps comprend déjà avant que l'esprit ait fini de former la pensée. Il est coincé. Le mot est si petit. Il est coincé, et nous sommes à plus de 2 kilomètres de l'entrée, et la vase est dans l'eau, et mon manomètre dit que nous avons consommé plus de gaz que prévu, et le sien, que je peux estimer d'après notre taux de consommation partagé, dit la même chose. Et l'étranglement qui le tient est au-dessus de moi, et je ne peux pas le dépasser, et je ne peux pas revenir en arrière parce qu'il est entre moi et le fil est le seul chemin vers la sortie. Voilà ce que ressent 45 minutes d'air dans une caverne. Pas comme 45 minutes dans aucun autre contexte. Chaque respiration est un événement comptable. Chaque expiration est une soustraction. Vous pouvez sentir la colonne de gaz dans vos bouteilles de la même façon que vous sentez le poids d'un sac à dos s'alléger kilomètre après kilomètre. Et dans une caverne, cette sensation n'est pas graduelle et abstraite, mais immédiate et concrète, et attachée à un chiffre sur un manomètre que vous vérifiez de façon compulsive, toutes les 30 secondes, parce que la vérification est la seule chose disponible qui ressemble à du contrôle. Marcus Webb était au fond du tunnel d'étranglement avec les jambes de Joel Ferris devant son visage, un nuage de vase fermant le monde à un rayon de 50 centimètres, et environ 40 minutes d'air respirable restant dans ses bouteilles. Il a essayé tout ce que la formation lui avait appris. Il a essayé de guider Joel à travers des changements de position en serrant ses chevilles selon des schémas convenus avant la plongée comme système de communication, 3 pressions pour reculer, 2 pour ajuster la position, 1 pour arrêter. Joel a senti les signaux. Joel a essayé de répondre. Pendant environ 10 minutes, ils ont travaillé à travers chaque combinaison d'ajustements que les tremblements permettaient, chaque angle que Joel pouvait atteindre dans l'espace disponible. La roche ne l'a pas libéré. Marcus a écrit « J'essaie de me positionner au-dessus de lui. Il y a une saillie de roche à ma gauche qui pourrait me donner une position pour pousser depuis un angle différent, et je m'y installe, et je pousse. Et Joel avance peut-être 3 centimètres, peut-être 5, et puis la roche ne cède plus rien. Je pousse jusqu'à ce que mes bras tremblent. Je pousse jusqu'à ce que l'effort fasse monter mon rythme respiratoire à un point où je sens le gaz partir vite, plus vite que le manomètre peut suivre en temps réel, et je sais que je dépense des minutes d'air pour des centimètres qui ne sont pas suffisants, et ne le seront pas, parce que le problème n'est pas la force. Le problème, c'est la géométrie. La forme du corps de Joel et la forme de son équipement et la forme de ce morceau de calcaire ne permettent pas la configuration requise pour le mouvement vers l'avant, et aucune force appliquée depuis derrière ne change la géométrie. La roche ne va pas se remodeler. Joel ne va pas se remodeler. La seule variable restante, c'est moi. 30 minutes d'air. Il a écrit « Je compte mes respirations. 4 à l'inspiration, 4 à l'expiration. » Dans l'espace entre le comptage et la respiration, j'essaie de penser avec la partie de mon esprit qui n'est pas en flamme, avec la partie qui peut encore faire de l'arithmétique. Fait 1. Joel ne se libère pas. Fait 2. Aucun de nous deux n'a assez d'air pour attendre ici un secours qui ne vient pas. Fait 3 découle du 1 et du 2 de la façon dont une conclusion découle de ses prémices, ne nécessite aucun engagement émotionnel pour être produit, froid et exact, et m'attendant au bout de la séquence logique, comme une pièce que je ne peux pas éviter d'entrer. Il n'écrit pas ce fait, pas en ces termes. Il écrit autour de lui,
décrit les détails physiques des minutes suivantes, et quiconque le lit peut voir le fait prendre forme dans l'espace négatif entre ces détails, le voir s'approcher avec la fermeté délibérée qui n'est pas l'absence de peur, mais sa gestion. 22 minutes d'air, il a écrit. Joël a arrêté de bouger, pas arrêté d'essayer, arrêté de bouger. Son corps est immobile dans l'étranglement, et cette immobilité est pire que la lutte, parce que la lutte signifiait le temps, et l'immobilité signifie qu'il est arrivé au même calcul auquel je suis arrivé. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais je sais ce qu'il ressent, parce que je peux le sentir à travers l'eau entre nous, à travers la pierre qui nous connecte, à travers l'obscurité absolue qui nous entoure tous les deux également. Il regarde vers l'avant dans un passage qui peut ou non s'ouvrir au-delà de l'étranglement. Il ne sait pas si Daniel a atteint une chambre, trouvé une poche d'air. Entre nous, nous avons 22 minutes de gaz dans mes bouteilles et ce qui reste dans les siennes, auxquelles je ne peux pas accéder mais qui ont commencé plus bas que les miennes parce qu'il a travaillé plus dur et respiré plus vite. Il a écrit « Je regarde son détendeur, je regarde le tuyau, je regarde la vanne. Et je n'écris pas ce que je pense. L'écrire exigerait que je le fasse exister en dehors de moi-même d'une façon pour laquelle je ne suis pas encore prêt. Les 30 secondes que je passe à ne pas l'écrire sont les dernières 30 secondes pendant lesquelles la décision est théorique, pendant lesquelles elle existe seulement comme une construction logique et non comme une action que je suis sur le point de prendre. 15 minutes d'air. Il a écrit « Il y a une chose que la formation ne vous prépare pas et qu'aucun cours de certification n'aborde et que la littérature sur la psychologie de survie ne touche que de l'extérieur, depuis la distance clinique de quelqu'un qui n'était pas dans la caverne. Cette chose, c'est la qualité spécifique du moment où vous comprenez que le calcul abstrait de la survie est devenu une tâche physique concrète avec des étapes. Il y a des étapes. Il connaissait les étapes. Non pas parce qu'il avait répété cette séquence particulière, mais parce qu'il connaissait son équipement avec la complétude que les plongeurs techniques atteignent à travers des milliers d'heures de pratique. Quand il a compris quelles étaient les étapes, elles se sont assemblées dans son esprit avec une clarté qu'il décrit comme l'expérience mentale la plus perturbante de sa vie. Plus perturbante que la peur, plus perturbante que le froid ou l'obscurité. Parce qu'elle n'était pas désordonnée ni chaotique, elle était claire, elle était ordonnée. Le genre de compréhension procédurale lucide que l'esprit produit quand il a pleinement accepté une situation et s'organise pour agir en son sein. Il a écrit « La température de l'eau est de 9 degrés. Mes doigts répondent, mais lentement. La vase s'est légèrement déposée. La visibilité est peut-être de 60 cm, peut-être moins. Le détendeur de Joël est sur son côté droit, second étage, attaché au premier étage primaire sur sa bouteille droite. Y accéder m'oblige à me déplacer sur son côté droit, ce qui nécessite un repositionnement dans un espace qui n'offre pas de repositionnement confortable, ce qui m'oblige à résoudre un problème physique avant de pouvoir commencer la séquence. Je passe environ 90 secondes à résoudre le problème physique. Je ne pense pas à ce pourquoi je le résous. Je pense à la géométrie de l'espace et à la position de mon corps et à la séquence de mouvements nécessaires. C'est ainsi que l'esprit gère des actions qu'il ne peut pas entièrement se permettre de contempler. Il se concentre sur le détail physique immédiat et laisse le but plus large rester dans la vision périphérique, reconnu mais pas confronté directement. Je me mets en position. Il a écrit « La vanne est là, le second étage est là. Ma main est dessus. » Et pendant les 4 minutes suivantes, aussi précisément que je peux reconstituer le temps, je ne bouge pas. Je suis en contact avec l'équipement et en contact avec Joël, et je peux sentir à travers ma main sur son détendeur le mouvement de sa respiration, son rythme, son allure, la qualité spécifique de l'inspiration et de l'expiration d'un homme qui a peur et froid, et qui manque d'air, et qui attend, je crois, avec un savoir de ce qui va se passer que je ne peux pas confirmer, et dont je ne saurai jamais s'il y est arrivé avant moi, ou après, ou au même moment.
11 minutes d'air. Il a écrit « Je ne dis pas au revoir parce que je n'ai aucun moyen de le dire, et parce que le dire transformerait ce que je suis sur le point de faire en quelque chose qui nécessite une qualité de reconnaissance formelle que je ne peux pas maintenir dans cet espace, dans ce froid, avec 11 minutes entre moi et le même résultat que je suis sur le point de déterminer pour lui. Ce que je fais à la place, c'est poser mon autre main sur sa cheville. Je la tiens pendant une durée que je ne peux pas mesurer et qui m'a semblé à la fois très courte et très longue. Et puis je commence. La séquence qu'il décrit dans les pages qui suivent est clinique. Il l'écrit sur le même ton qu'un mécanicien utiliserait pour décrire les étapes d'une réparation. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la dissociation au service de l'achèvement, l'esprit fonctionnant à un niveau de distance pratique, parce que la seule façon de continuer est de ne pas être pleinement présent dans le sens de chaque étape pendant qu'on l'exécute. Il écrit sur les vannes et les pressions et la résistance physique et l'espace disponible. Il écrit sur le poids de l'équipement et les angles nécessaires et la gestion de sa propre flottabilité à mesure que la configuration des corps dans le passage changeait. Il écrit sur la résistance de la roche et la direction du fil et la façon dont l'obscurité était absolue et complète et identique dans toutes les directions. Il n'écrit pas sur le visage de Joël Ferris. Il ne peut pas le voir. Il ne le revoit jamais. Il a écrit « Je suis passé à travers l'étranglement. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a pris. Mon manomètre indique 8 minutes. » Le passage au-delà s'ouvre immédiatement sur une chambre significative, avec un plafond suffisamment haut pour que mes bulles ne l'atteignent pas avant de se dissiper, ce qui signifie qu'il peut y avoir une poche d'air en haut, ce qui signifie que Daniel Caro, s'il a atteint cette chambre, a peut-être eu des options que Joël et moi n'avons jamais eues. Cette pensée arrive dans mon esprit comme une pierre jetée dans une eau calme, et je sens ces cercles se déplacer à travers chaque partie de moi, et je ne m'arrête pas de bouger parce que m'arrêter signifie utiliser de l'air que je n'ai pas, et penser des pensées que je ne peux pas encore survivre. Daniel Caro était dans la chambre. Il avait trouvé la poche d'air. Il y était depuis 31 minutes, rationnant sa respiration, pressant son visage contre le plafond où une poche de gaz piégée lui offrait du temps emprunté. Il était en vie. Il ne savait pas ce qui s'était passé derrière lui dans l'étranglement. Il ne l'a pas su jusqu'à ce que Marcus Webb passe à travers le passage et refasse surface dans la poche, et qu'il se regarde dans le mince faisceau de la lampe restante, et que le bilan de qui était présent soit effectué dans le silence, entre deux hommes qui avaient été dans l'obscurité suffisamment longtemps pour savoir que le silence peut contenir plus d'informations que la parole. Ils sont sortis. Le chemin du retour a été navigué avec un minimum de gaz, sur les marges de réserve intégrées dans chaque plongée. Ils ont refait surface. Le soleil était là. Les arbres étaient là. La qualité particulière de la lumière du jour ordinaire qu'une personne qui a été sous terre ressent comme quelque chose de presque violent dans sa normalité, son indifférence joyeuse à ce qui s'est passé en dessous. Marcus Webb s'est assis sur la berge pendant longtemps. Il ne décrit pas ce qu'il pensait, il décrit ce qu'il voyait, la surface de l'eau. L'entrée de la caverne, l'équipement qu'il portait encore, ses mains, le manomètre indiquant vide, le ciel. L'enquête qui a suivi a conclu de façon cohérente avec le témoignage de Marcus Webb. Joël Ferris avait été piégé fatalement dans un étranglement en trou de serrure, à une profondeur rendant le sauvetage impossible compte tenu du gaz disponible. Aucune décision que l'un des trois plongeurs ait prise n'était négligente selon les standards de leur discipline. Ils ont planifié selon la méthodologie acceptée. Ils ont porté l'équipement prescrit. Ils ont rencontré un danger que la méthodologie ne peut pas totalement prévenir, parce que le danger était géologique et spécifique, et inconnu et imprévisible. Marcus Webb a lu ce rapport de nombreuses fois dans les années qui ont suivi, de la façon dont les gens reviennent à des documents qui, selon eux, devraient résoudre quelque chose. Le rapport lui a dit ce qui s'est passé. Il lui a dit qu'il a fait ce que la situation exigeait.
Il ne lui a pas dit comment dormir. Il a écrit « Il y a une version de cette histoire que je me suis racontée de nombreuses fois. Dans cette version, la décision que j'ai prise est caractérisée comme la seule décision disponible, ce qui est exact, et donc pas vraiment une décision du tout, ce qui n'est pas exact. Pas de l'intérieur. De l'intérieur, une décision qui est la seule option disponible est quand même une décision. Vos mains bougent quand même. La séquence a quand même des étapes. Votre corps exécute quand même la tâche. Et quand c'est terminé, vous êtes quand même la personne dont les mains ont bougé et dont l'esprit, clair et ordonné, et fonctionnant à un niveau de précision qui semblait presque inhumain dans le moment, a assemblé la séquence et l'a initiée et l'a menée à son terme. Les mathématiques ne remontent pas dans le temps et ne bougent pas vos mains à votre place. Vous les bougez. C'est la partie que le rapport n'aborde pas. C'est la partie que rien n'aborde, pas entièrement, pas d'une façon qui se règle. Il est retourné à la plongée en caverne. Pas immédiatement, pas pendant longtemps. Mais finalement, il y est retourné, parce que l'alternative était de laisser la caverne avoir le dernier mot, de laisser ce qui s'est passé dans l'obscurité définir les limites de ce qui était possible à la surface dans la lumière. Il a décidé, quelque part dans les longues années difficiles entre l'incident et sa première rentrée dans un passage inondé, qu'il n'était pas prêt à accorder à la caverne cette autorité sur sa vie. Il plonge avec un partenaire, il vérifie le gaz, il vérifie les étranglements à l'avance, méthodiquement, avec des outils conçus pour l'évaluation des dimensions des passages, avec une rigueur que ses partenaires décrivent comme dépassant tout ce qu'ils ont rencontré chez un autre plongeur. Il pose son fil et lit son manomètre et marque ses demi-tours et fait absolument tout ce que la formation prescrit et que l'expérience renforce. Et quand il est profond dans un système, dans la section inexplorée, dans le silence qui n'a jamais contenu un son humain, il se déplace à travers lui avec la qualité spécifique d'attention qui appartient à une personne qui sait, non pas de façon abstraite mais viscérale, non pas théoriquement mais dans les cellules de ses mains et la mémoire enregistrée de ses muscles, exactement ce que l'obscurité peut contenir. Marcus Webb, quand on lui a demandé ce qu'il voudrait que les gens retiennent de son témoignage, a marqué une longue pause avant de répondre. Il a dit « Je veux qu'ils comprennent qu'il y a des situations dans lesquelles toutes les décisions sont correctes et le résultat est quand même ce qu'il est. Je veux qu'ils restent avec ça. Pas le fixer, pas le résoudre, pas en extraire un protocole ou une leçon ou une réassurance. Juste rester avec ça. Parce que les personnes qui ont été dans ces situations doivent y rester chaque jour, et le moins que le reste du monde puisse faire, c'est y rester le temps d'une histoire. C'est The Human Limit. Merci de nous avoir regardés. Si cette histoire vous a atteint, si elle a fait ce que les histoires comme celle-ci sont censées faire, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait dans l'obscurité, dans le froid, avec 8 minutes sur le manomètre et la réponse déjà assemblée entre vos mains. Je lis chaque commentaire. Je reviendrai avec une autre histoire depuis l'endroit où les êtres humains découvrent qui ils sont quand tout le reste a été retiré. L'eau est toujours noire. Elle ne bouge toujours pas. Elle n'a jamais bougé pour quoi que ce soit. Et c'est exactement pourquoi nous continuons à y entrer.